Mesdames et messieurs, il est 19h. Bienvenue dans cette édition d'information de Niata TV et voici les titres. Une réunion d'échange a eu lieu ce vendredi au CHUI Gabriel Touré pour trouver une solution à la problématique de la gestion des urgences dans nos structures sanitaires. La population de Dorofiri a marché ce jeudi pour dénoncer l'insécurité grandissante dans leur commune. Nous ferons le point dans ce journal. Les relations diplomatiques ne sont plus au beau fixe entre l'Algérie et le Maroc. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga s'est entretenu à la primature avec le groupe des ambassadeurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était en présence de l'ambassadeur du Sénégal au Mali, Biramo Banyeko Ndiaye. Cette rencontre se situait dans le cadre du dialogue et de la coopération avec l'organisation sous-régionale fortement impliquée dans la résolution de la crise au Mali, bien avant les événements du 18 août 2020. Suivons les commentaires avec Aïssata Bachili. La rencontre a été l'occasion pour Dr Choguel Kokala Maïga de souligner les actions entreprises pour la refondation conformément aux aspirations profondes du peuple malien. Dans son discours introductif, le chef du gouvernement dira que la transition politique en cours est une opportunité pour les Maliens de redresser leur pays qui n'a que trop souffert de l'instabilité, de l'insécurité et des conséquences de la mauvaise gouvernance politique et économique. Pour Dr Choguel Kokala Maïga, la rectification de la trajectoire de la transition intervenue le 24 mai dernier a pour seule et unique justification la prise en compte de l'aspiration au changement de notre peuple, laquelle a été exprimée selon lui à travers le soulèvement populaire de 2020 pendant plusieurs mois, ayant conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette aspiration, a soutenu le Premier ministre, tourne autour de la sécurité, de la justice et de la fin de l'impunité, ainsi que des réformes en profondeur de notre système électoral, comme garantie de non-répétition des crises. Dès lors, affirmera-t-il, la conduite des réformes n'est plus une option, mais une exigence de survie de notre nation. Fort de ce constat, selon Dr Choguel Kokala Maïga, le gouvernement a engagé le processus devant conduire aux dites réformes et à répondre à la soif de paix, de sécurité et de justice de notre peuple. Pour lui, la tenue des assises nationales de la refondation, voulue par le président de la transition pour fédérer notre peuple autour de son destin commun, répond à l'exigence de méthodes pour conduire de manière consensuelle et inclusive le processus des réformes. En outre, le chef du gouvernement a fait savoir que toutes les étapes ultérieures du processus et du chronogramme de la transition seront déterminées à l'issue de ces assises, dont la phase finale est prévue du 20 au 26 décembre prochain. Toutefois, a tempéré Dr Choguel Kokala Maïga, le gouvernement est à pied d'œuvre pour la bonne préparation des prochaines élections à travers un certain nombre d'actions qui ne sont pas obligatoirement connectées aux assises nationales de la refondation. Il s'agit, a-t-il détaillé, de la mise en place de l'organe unique de gestion des élections, de la révision des listes électorales en cours jusqu'au 31 décembre prochain et des opérations d'enrôlement spécial des électeurs, y compris dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali, sans oublier l'adoption de la loi électorale par le Conseil national de transition en décembre prochain. Le centre hospitalier universitaire CHUI Gabriel Touré a abrité ce vendredi matin 5 novembre 2021 une réunion technique d'échange sur la problématique de la gestion des urgences dans nos structures sanitaires. La rencontre fut présidée par la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Djaminatou Sankaré, et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel-major Daoud Ali Mahamadine. Reportage signé Amadou Nyamele et Salifou Nyare. Comme le dit un adage, tout problème a une solution. Convaincus de cela, les deux ministres ont échangé avec les acteurs de la santé et de la protection civile pour trouver des solutions aux problèmes liés à la gestion des urgences dans nos structures sanitaires. Madame le ministre de la Santé et du Développement social, Djaminatou Sankaré, a remercié ses collaborateurs et la protection civile concernant les accidents graves et les cas d'urgence qui arrivent
dans nos structures sanitaires. Elle a aussi précisé que l'État est en train de tout faire pour les prises en charge dans nos structures sanitaires. Toujours selon la ministre de la Santé et du Développement social, Djaminatou Sankari, c'est main dans la main que ce travail aura abouti à une meilleure solution pour la population malienne. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est dit très réjoui de ce cadre d'échange sur la problématique de la gestion des urgences. Nous avions beaucoup de difficultés en termes de prise en charge, dues généralement aux capacités d'accueil. Vous savez, en longueur de journée, nous avions des problèmes d'accidents sur la voie publique, accidents dans les grandes agglomérations, l'assistance même aux malades et tout ça, et la protection civile est très sollicité pour l'évacuation des blessés, des malades vers les différents hôpitaux. Et donc cette bonne coordination pour cette prise en charge efficace des cas d'urgence est une opportunité que je tiens à remercier. Et je tiens aussi à dire ici que je soutiens et j'accompagne le ministère de la Santé pour cette prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de monde. Bamako est une grande ville, tout comme les autres villes. Les villes grandissent, il y a beaucoup plus de monde. Et nous savons aussi que les capacités d'accueil de nos hôpitaux ne sont pas à la hauteur de souhait. Il y a beaucoup plus de malades, beaucoup plus de besoins de prise en charge. Et aujourd'hui, nous devons travailler pour accroître cette capacité d'accueil des malades, des blessés, et puis pour rendre encore beaucoup plus efficace cette prise en charge des urgences. D'un moment à l'autre, tous ces problèmes de la gestion des urgences ne seront que de vieux souvenirs pour la population malienne, notamment les victimes d'accidents de la circulation et autres urgences. Le retour de Sophie Petronet continue de susciter des réactions outrées en France. Le porte-parole du gouvernement parle d'irresponsabilité en ligne avec les positions tenues par les cadres du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le fils de l'ex-otage Sébastien Petronet leur a répondu, tandis qu'ici au Mali, le chercheur Dr Ali Tungara pense que le discours radical a eu raison de Sophie Petronet. Soumou Yatara nous donne plus de détails. Nous déplorons le retour de Sophie Petronet au Mali. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, n'a pas mâché ses mots ce mercredi, évoquant une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de sa sécurité, mais aussi vis-à-vis de la sécurité de nos militaires. L'ex-otage, qui a passé 4 années entre les mains du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dans le nord du Mali, est de retour à Bamako depuis mars dernier. L'information n'a été révélée que ce mardi dans les médias français. Elle suscite depuis des réactions outrées. Christian Cabon est sénateur, président de la commission Affaires étrangères du Sénat. Sa position est la même que celle du gouvernement français. C'était un effet de sidération parce que moi, je me souviens très bien dans quelles conditions cette dame a été d'abord recherchée avec tous les moyens qu'ont pu utiliser nos services. Et je me souviens surtout des conditions dans lesquelles cette dame a obtenu sa libération. Il a fallu en contrepartie libérer 200 prisonniers maliens, dont un certain nombre de djihadistes ayant du sang sur les mains. C'est son droit. Moi, je respecte la personne. Mais l'acte politique qui consiste à repartir chez ses ravisseurs, c'est incompréhensible. Puisqu'elle aime le Mali, qu'elle y reste et que la France tire intérêt sur son cas. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Simplement, je souhaite que la France ne mobilise plus ses moyens au profit de cette dame. Les proches de Sophie Petronet ont expliqué que l'ex-otage, après sa libération, était malheureuse en Suisse et que sa petite retraite ne lui permettait de circuler pas d'y vivre correctement, mais beaucoup ont gardé en tête les propos tenus à sa libération. Elle avait dit sur l'antenne des RFI refuser de qualifier ses ravisseurs de djihadistes, préférant parler de groupes d'opposition armés au régime. Certains à l'extrême droite du spectre politique français ne lui ont pas non plus pardonné sa conversion à l'islam. L'ex-otage a dû succomber au charme de ces groupes et de ces faits, elle penserait que les différents facteurs qui sous-tendraient le terrorisme et l'extrémisme violent sont justes. Dr Tungara rappelle aussi qu'elle s'était même permise de dénoncer comment les puissances occidentales exploitent de façon abusive les sous-sols des pays sahéliens.
La déforestation prend de plus en plus de l'ampleur au Mali, causant la perte de 80% des superficies forestières. Pour lutter contre cette déforestation, notre pays a participé à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat. Des jours seulement après son ouverture à Glasgow, en Écosse, les organisateurs ont obtenu la signature d'un accord par plus de 100 pays abritant 85% des forêts mondiales d'une déclaration commune pour enrayer la déforestation d'ici 2030. Aïssata Bacheli. L'accord prévoit de mobiliser 19 milliards 2 millions de dollars pour la protection et la restauration des forêts. La France et 11 autres pays riches s'engagent à mobiliser conjointement 10 milliards 3 millions d'euros de fonds publics entre 2021 et 2025 pour lutter contre la déforestation. À cette somme devrait s'ajouter 6 milliards 24 millions d'euros d'investissement privé. Parmi ces fonds, 1 milliard 3 millions de dollars seront investis pour protéger le bassin du Congo, qui abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Par ailleurs, les patrons de plus de 30 institutions financières représentant plus de 8 700 milliards de dollars d'actifs mondiaux se sont aussi engagés à éliminer les investissements dans les activités liées à la déforestation. Selon l'ONG WWF, les engagements clés de cette déclaration comprennent notamment la conservation des forêts et autres écosystèmes terrestres, ainsi que l'accélération de leur restauration. L'accord prévoit également la promotion de la production et de la consommation durable de produits de base qui n'entraînent pas la déforestation et la dégradation des terres ou encore la réduction de la vulnérabilité des communautés qui vivent dans ces territoires. C'est une bonne nouvelle pour nous, déclare le président de l'ONG malienne Mali Folk Center Nieta qui participe aux travaux. Avec le changement climatique, la grande exploitation agricole, la surpopulation et les déplacements de populations dus au conflit, une forte pression est exercée sur les forêts, selon Dr Ibrahim Togoula. Ces différentes actions font que la déforestation prend de plus en plus de l'ampleur au Mali. Selon la politique forestière nationale de 2017, chaque année, environ 500 000 hectares de forêts disparaissent dans notre pays. Si dans les années 1960, le Mali disposait de plus de 4 400 000 hectares de superficie forestière, aujourd'hui, il n'en reste que près de 800 000 hectares, soit une perte de plus de 80%. Les responsables du système d'information forestier SIFOR expliquent cela par le fait que le bois et le charbon occupent 80% des besoins de la population en énergie. La population doit sa résilience face aux différentes crises climatiques grâce aux forêts. Le bois énergie est une denrée de première nécessité au Mali, au même titre que le riz, l'huile, le sucre, la farine, a fait remarquer Dr Togoula. Le secteur apporte plus de 100 milliards de francs CFA à l'économie chaque année, souligne-t-il. Le président de Mali Folk Center Nieta explique également que les deux grands facteurs de déforestation sont l'énergie et l'agriculture. La diversité des acteurs dans l'exploitation et la gestion forestière pose également un problème fondamental, analyse Dr Souleymane Diallo, professeur à l'Institut Polytechnique Rural IPR de Katibougou. Les recherches sur les espèces d'arbres ne sont pas développées dans notre pays. Si c'est le cas, elles ne sont pas appliquées, déplore le chercheur, avant de regretter qu'elles soient méconnues par les acteurs. Face à cette déforestation galopante, il faut aller vers l'application stricte des normes de gestion durable des forêts, estime Dr Ibrahim Togoula. Les informations liées à la forêt doivent être disponibles pour tous les acteurs ainsi que pour les populations. Il faut également aller vers la mise en place des forêts destinées au bois d'œuvre. Du côté de la recherche et de la formation, les écoles comme l'IPR doivent être appuyées pour une formation de qualité. Enfin, les acteurs forestiers doivent être bien identifiés pour aller vers une coopération publique-privée dans la gestion durable des forêts. C'est en tout cela que le Mali doit tirer bénéfice de cet accord obtenu à la COP26 selon ce grand acteur de la société civile. Cependant, le coordinateur de la campagne de l'ONG Canopy, qui œuvre pour la protection des forêts mondiales, estime qu'il existe une interrogation quant à la signature d'un certain nombre de pays dont on ne peut légitimement douter de la bonne foi. Face à l'insécurité grandissante qui fait des victimes et dommages dans la commune de Dogofiri, la population a procédé à une marche pour dénoncer les attaques des groupes armés qui règnent en maître dans la zone. Hommes et femmes sont désormais debout pour sauver leur commune et exprimer leur soutien aux chasseurs d'oiseaux et aux autorités de la transition.
Aujourd'hui, jeudi le 4 novembre 2021, nous sommes dans la commune de Dogofri, dont les femmes de la commune de Dogofri ont décidé de marcher en quittant Dogofri pour aller à Djabali, de montrer leur mécontentement par rapport à l'insécurité totale qui gagne la commune de Dogofri, dont les femmes ne peuvent plus cultiver ni faire leur jardin. Donc, dans ce cas, avant de commencer, nous avons joindre le déjà maire de la commune de Dogofri, M. Moussa Koulibaly. Aujourd'hui, le but de la marche de Dogofri, c'est pour montrer à la population du Mali, plus particulièrement aux autorités maliennes, que Dogofri a beaucoup souffert. Il y a plus d'une année que Dogofri vit dans l'insécurité totale. Nous n'arrivons pas à cultiver nos champs. Nos champs qu'on a pu cultiver sont en train d'être brûlés et les gens sont tués de jour au lendemain. Donc plus d'une année, Dogofri est dans cette insécurité totale grandissante. Donc nous appelons aux autorités du pays, que le président de la République et puis son premier ministre, tout le gouvernement, c'est juste pour montrer au gouvernement que Dogofri a beaucoup souffert. Il est temps vraiment de voir la situation sécuritaire de Dogofri. Les champs sont totalement brûlés à Dogofri. Nous vivons dans l'insécurité totale. Nous ne pouvons pas aller vaguer dans nos préoccupations. Donc, il n'y a pas plus de 4 jours, le pont qui relie entre Dogofri et Djabali a été endommagé par les djihadistes. Et c'est juste pour couper Dogofri au monde. Donc, vraiment, ça, c'est une situation que nous déplorons beaucoup. Donc, avec l'appui de la population de Dogofri, Dieu merci, ce pont a été rétabli. Mais tout juste, Dogofri a besoin de la sécurité. Ce que nous lançons aux autorités maliennes, c'est pour les dire de venir sécuriser Dogofri, pour que vraiment de nous amener la sécurité même dans la commune même de Dogofri. C'est ce que Dogofri a besoin aujourd'hui. Donc le but de la marche aujourd'hui des femmes, c'est ça. C'est juste pour montrer au pays, aux autorités maliennes, qu'ils soient au Mali ou ailleurs, que Dogofri a beaucoup souffert pendant tant d'années. Donc il est temps vraiment de nous faire quitter dans cette insécurité.